Salut à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans PL Club, dans le studio Vous Sport pour préfacer la 26e journée de Première Ligue. Nous sommes évidemment, comme tous les jeudis, sur Divertissez-vous avec les passionnés, à commencer par Jean-François. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Serge. Et puis nous avons aujourd'hui Julien. Est-ce que je dois vous appeler Papa Julien parce que il vient de se passer quelque chose de magnifique chez vous puisque vous êtes devenu papa pour la première fois? J'ai eu cette chance, premier trophée majeur dans mon voilà. Dans votre carrière de père de famille, effectivement. Est-ce que le petit Eden, est-ce que madame va bien? Tout va bien, merci. Allez, super, magnifique en tout cas. Et encore félicitations pour cet heureux événement. Et puis évidemment, on a Christian. C'est l'autre événement de cette émission tous les jeudis, puisqu'il nous apporte des infographies, des données, des datas qui nous permettent de suivre d'un œil encore différent cette Première Ligue. Salut Christian. Bonsoir messieurs, très content de vous retrouver. Le plaisir est partagé. On va peut-être commencer, messieurs, cette émission avec le club du week-end, le club de la semaine. C'est Chelsea qui pourtant n'a pas joué en Première Ligue le week-end dernier, puisqu'ils étaient du côté d'Abu Dhabi et ont remporté le championnat du monde des clubs en battant l'équipe brésilienne de Palmeiras en finale dans les prolongations, un penalty marqué par Havertz. Mais Chelsea a donc aujourd'hui, depuis l'arrivée de Roman Abramovich en 2003, en 19 ans, ils ont absolument gagné tous les trophées disponibles. Quel incroyable parcours. Alors, je pense qu'il y a deux conséquences à cela. La première, c'est qu'on parle déjà du prochain mercato en disant on va donner une belle bourse à Tuchel parce qu'il travaille bien, c'est formidable. Donc voilà, on annonce déjà des prochains transferts. Puis je retiendrai simplement pour le côté sportif ce que Tuchel a dit après le match. On ne joue pas notre meilleur football pour l'instant, première information. Deuxième information, notre banc a fait la différence. Donc ça c'est important aussi, mais il a souligné aussi la volonté de son équipe d'être active, de créer des occasions et d'essayer de créer du jeu. Donc il était assez positif sur le trophée bien évidemment, mais sur aussi le futur et l'avenir de Chelsea. Alors on estime parfois, Julien, que ce trophée est un trophée mineur, mais c'est quand même un titre de champion du monde. Et en un an, Tuchel a quand même fait un parcours lui aussi absolument incroyable avec cette équipe. En parlant de trophée, oui, évidemment c'est un trophée majeur et surtout pour la Première Ligue, pour la réputation de la Première Ligue, c'est quand même encore une fois un prix qui revient à cette compétition, qui prouve que cette compétition pour le moment domine le reste du monde. Effectivement, il faut le souligner, domine l'Europe et aussi le monde. Avec cette victoire de Chelsea en championnat du monde des clubs, Chelsea qui n'a pas joué le week-end dernier, mais on a quand même réservé pour vous un top 5 des 5 plus beaux buts, évidemment, marqués le week-end dernier. C'était la journée numéro 25. Elyounoussi. Shea Adams. One each. That's a splendidly smooth finish. Southampton celebratory. Didn't they work that well? Now Lamptey, space to whip in the cross, Mopay! Well, the deadlock's been broken in stunning style here. Lamptey to Mopay, no chance this time for Foster. And Brighton lead with 2 minutes to go till half-time. Walker flashing it across the edge of the penalty area, it falls Sterling's way! Brilliant! More fuel in the Manchester City bandwagon. Some finish from Raheem Sterling. And the champions reiterate their status as champions-elect. Diop with the ball over the top. He's got Bowen in. 1-0 West Ham United. First sight of goal. And it's that man again. Bowen, Arrows, Leicester in front. Here's Basuma. Now Ronaldo, as Manchester United turn it over. Ronaldo taking it on. The moment he craved, the moment his team needed. A week after he turned 37, he's able to end his longest Barron run for 13 years. Premier but de l'année 2022 pour Cristiano Ronaldo et victoire précieuse pour Manchester United. On va peut-être juste fermer la parenthèse sur Chelsea, messieurs. Chelsea qui jouera à Crystal Palace samedi. Ce sera le fil rouge de Goals of the Day. Il y aura aussi un match de Ligue des Champions parce que Chelsea est quand même encore sur les 4 tableaux. Finale de Coupe de la Ligue, la Cup. Bon, le championnat, ils sont un petit peu distancés, mais bon, ils sont quand même encore sous le podium. Et puis la Ligue des Champions.
Ils doivent assurer le podium. Ça, ce serait bien. Et je regardais un petit peu. Donc, 4 points d'avance, attention, sur la 4e place. Et puis derrière le 4e, vous savez qu'il y a toute une série d'équipes qui rêvent évidemment de décrocher aussi à ticket Ligue des Champions. Donc, il ne faudrait quand même pas qu'en championnat, ils perdent trop de points ou ils soient trop distraits. Il y a un classement pas très lisible pour le moment, Julien, parce qu'il n'y a pas le même nombre de matchs pour les poursuivants, que ce soit Manchester, West Ham, Arsenal, on commence Wolverhampton. enfin à revoir les matchs qu'on attendait. Par exemple, United qui s'est imposé cette semaine face à Brighton, on vient de voir le but. Donc voilà, au fur et à mesure, ça va s'équilibrer, mais c'est vrai qu'on attend encore que toutes les équipes aient le même nombre de matchs joués. Première infographie de cette émission, le bilan après la journée 25. Alors il n'y avait que 9 matchs le week-end dernier, mais il y a eu quand même plus de victoires en déplacement qu'à domicile. Mo Salah est revenu comme titulaire après la Coupe d'Afrique des Nations et la défaite en finale face à Mané, avec Liverpool qui continue à truster les classements individuels, que ce soit Trent Alexander-Arnold ou Mohamed Salah. Un petit mot quand même aussi sur l'autre club qui n'a pas joué le week-end dernier, c'est Arsenal, et pourtant on a l'impression qu'Arsenal est sorti grand vainqueur de ce week-end parce que tous les autres ont perdu des points et qu'Arsenal a encore des matchs de retard. Par rapport au classement dont Julien parlait tout à l'heure, virtuellement, ils sont peut-être 4e, condition bien sûr de gagner les matchs en moins, parce qu'eux ont 22 matchs, là où d'autres en ont 24 et 25. Donc en effet, c'est l'équipe qu'on attend peut-être. Maintenant, je dirais quand même que par rapport à eux, formidable, ils ont gagné contre les Wolverhampton, et ça c'était très positif. À 10 contre 11, à 10 contre 11, dans la c'est fin de ça match. que j'allais dire. Seul problème de cette équipe, c'est 15 cartons rouges depuis le début de la saison. Il va falloir quand même qu'ils trouvent une solution. C'est pas depuis le début de la saison, depuis l'arrivée de Mikel depuis Arteta, l'arrivée donc il y a 2 ans. Mais oui, c'est pardon. beaucoup, c'est énorme. Mais c'est énorme. Et surtout que Mikel Arteta, vous me diriez, Roy Keane serait l'entraîneur d'Arsenal, il y aurait un lien, mais là, Mikel Arteta qui était un beau joueur de football, c'est étonnant. Il faut faire attention aux idées préconçues parce que notamment il y a Burnley, on a l'impression que c'est l'équipe la plus physique de Premier League, ils n'ont pas pris un seul carton rouge cette saison, donc voilà, parfois on a des idées reçues comme ça qui sont tout à fait fausses. Je vous propose d'évoquer le premier match du week-end tout simplement, et ce sera le match diffusé sur Divertissez-vous, c'est West Ham Newcastle, voici la présentation. Joe Shelby has scored for Newcastle. Bowen strikes! West Ham qui est quand même toujours un candidat au top 4, donc à la qualification à la prochaine Ligue des Champions. Ils sont 5e avec 41 points et en face Newcastle qui est enfin sorti de la zone rouge avec 3 victoires consécutives. Newcastle qui est 17e avec 21 points, qui a 4 points d'avance sur le 18e. Donc ça va beaucoup mieux pour les Magpies, on va en reparler, mais on va commencer avec cette équipe de West Ham. Et je vous propose d'aller tout de suite du côté de chez Christian avec d'abord la comparaison. West Ham l'année passée était 6e, on peut dire que c'était une très très bonne saison pour les Hammers. Ils essayent de faire encore mieux cette saison en 2021-2022 en se rapprochant du top 4. Mais il y a une différence quand même d'approche, de mise en place de modèles. On va peut-être d'abord, Christian, évoquer le modèle de la saison dernière. La saison passée, ils avaient démontré énormément de facultés sur le jeu dominant placé et les phases arrêtées. Et on le voyait, ça passait par les flancs. Il y avait eu 37 buts de plein jeu. Il y en avait 23 qui avaient été marqués sur centre. On n'était pas loin des 60-62% de buts dans ce domaine-là. Donc il y avait vraiment une récurrence, il y avait vraiment une marque de fabrique. Ça a un tout petit peu changé, ça a un petit peu modifié lors de l'arrivée de Lingard, où ils ont commencé à marquer beaucoup plus de buts dans le passage par l'axe et dans le jeu rapide. Mais le jeu de base, la philosophie de base offensive, c'était le passage par les flancs et l'utilisation des centres. Et on va voir que cette saison, il y a quelque chose qui a changé dans le paradigme, mais ça ne les empêche pas d'être aussi efficaces. Si on peut voir l'infographie, voilà, depuis le début de la saison, ils ont déjà marqué 31 buts de plein jeu, donc c'est déjà beaucoup mieux que la saison passée au niveau du ratio, mais ils n'ont marqué que 9 buts sur centre. Et là, on voit aussi qu'il y a un passage par l'axe qui est beaucoup plus important, il y a le jeu rapide, la reconversion rapide, ils sont déjà pratiquement à l'équivalent de ce qu'ils avaient marqué sur toute la saison. Donc il y a un changement de paradigme, il y a un changement de choix de jeu, mais ils sont toujours aussi efficaces. Petit problème quand même sur les buts encaissés, Jean-François, il y en a 33 depuis le début de la saison, et pourtant West Ham fait encore mieux que la saison dernière. Oui, enfin, si on se réfère au dernier match joué sur le plan défensif, ils ont pas de chance aussi, on va dire. Il y a penalty qui est sifflé pour une faute de main, et puis, enfin voilà. Donc, non, je pense qu'il faut souligner le travail aussi réalisé dans ce club, avec cette équipe.
la stabilité depuis maintenant quasiment 2 saisons. Et s'ils vont au bout, au mieux, top 4, formidable, mais pour eux, c'est pas, je pense, c'est formidable. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas envie d'y aller, mais je dis simplement que la saison est une réussite déjà de disputer ce top 4. On rappelle qu'ils sont toujours en Europa League, qui sont déjà qualifiés pour les 8e de finale, qui ne joueront pas les 16e qui se disputent ce soir d'ailleurs sur vous Sport World. Julien. Pour revenir sur David Moyes, c'est assez intéressant ce que Christian nous montre parce que c'est contre-intuitif. Je me souviens que le Moyes d'Everton par exemple, c'était uniquement les phases arrêtées, c'était un jeu peut-être un petit peu pauvre et on voit qu'il y a quand même une adaptation même qu'il évolue finalement avec son football et avec le temps et je trouve que c'est une belle information. Et on peut demander justement, Christian, est-ce qu'on peut estimer que si on fait la comparaison entre cette saison et la saison dernière, il y a une véritable évolution du côté de West Ham? Oui, il y a beaucoup de variations. Alors, la question qu'on s'était déjà posée la saison passée, c'est que quand il y a un changement de paradigme, est-ce qu'ils sont au courant ou est-ce que ce sont vraiment les circonstances qui font que, par exemple, l'arrivée de Lingard a changé un peu le chemin pour aller au but? Cette saison, quand on observe, on voit quand même qu'il y a quand même d'autres choses qui ont énormément changé. L'année passée, Michael Antonio, c'était des centres et un jeu de tête et au cordeau exceptionnel. Cette année, il a déjà marqué 8 buts et c'est seulement un but de la tête. Donc c'est quelqu'un qui marque différemment alors que sa qualité principale était le jeu de tête. On a vu aussi que Saïd Benrahma maintenant participe énormément et marque énormément de buts sur reconversion rapide alors que l'année passée, c'était absolument pas le cas. Donc il y a beaucoup de choses qui changent. Alors, est-ce que les joueurs découvrent des qualités? Est-ce que le staff les fait travailler de telle manière à ce que ces joueurs ont d'autres options et deviennent de plus en plus complets? Ça, c'est évidemment toujours la question qu'on se pose. Justement, question, vous travaillez avec plusieurs clubs, on ne va pas dire lesquels parce que c'est confidentiel. Quelle est votre intuition? Est-ce qu'il y a un changement qui est provoqué, qui évolue du côté de West Ham ou alors on s'adapte par rapport à des circonstances parfois qu'on ne maîtrise pas? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a surtout... Enfin, le football, ça reste quand même le fait de bénéficier de moments précis, de moments de saison, des circonstances favorables. Comme je l'avais déjà évoqué, on marque quand même 33% à 35% des buts sur toute une saison qui sont sur des circonstances favorables. Donc c'est quelque chose qu'on peut provoquer, mais on ne peut pas avoir la main mise dessus. Donc des fois, il y a aussi dans la manière de marquer, dans le modèle utilisé, il y a aussi des circonstances qui ne maîtrisent pas. Ça, c'est un sujet passionnant, Jean-François. Oui, je voudrais ramener peut-être à la réalité des chiffres de ces dernières semaines. C'est 4 points sur 12 pour cette équipe de West Ham. Donc quand on parle d'évolution, etc., oui, sans doute, mais quand on parle de savoir s'ils savent exactement quels sont, je dirais, dans la dynamique de l'équipe, quels sont les bons moments, les moins bons moments et pourquoi, ça, moi, je suis toujours beaucoup plus sceptique. J'ai le sentiment que je ne suis pas sûr qu'il y ait une prise de conscience réelle. Il y a par contre peut-être une exploitation des qualités des joueurs. Individuelles alors. Et peut-être individuellement, il y a des choses, voilà, à tel moment, voilà, on va parler dans un instant de Bowen, mais pendant un moment T, on sait que voilà, ce joueur-là est dans une période de réussite. Et donc on exploite peut-être plus ça. Ici, dans le dernier match, l'égalisation, c'est quand même une phase arrêtée. Donc c'est quand même encore un de leurs points forts. Donc voilà. Mais le bilan chiffré n'est pas terrible. Effectivement. Et puis j'avais aussi noté, Julien, que dans 16 matchs cette saison, ils ont marqué et encaissé. Donc c'est des matchs quand même parfois à couteau tiré. C'est une équipe comme ça, on sait que c'est toujours très ouvert avec West Ham, tout est possible sur le terrain. On rappelle quand même qu'ils ont eu des fameux faux pas à domicile, ça quand même il faudra le souligner, et là aussi peut-être en tirer des conclusions en faisant le monitoring un peu de cette équipe, parce que ça c'est vraiment un point vraiment à souligner en rouge cette saison, c'est qu'ils ont bien déjà perdu 6-7 points assez ridicules à domicile. Il y a quand même, Christian, un joueur qui crève l'écran, c'est Jarrod Bowen. Alors c'est un joueur de 25 ans, joueur anglais, qui a joué très longtemps en deuxième division, en Championship du côté de Hull City, qui est arrivé en janvier 2020. Et là, pour le moment, ses statistiques sont très impressionnantes. Cela confirme ce qu'on disait depuis le début, c'est-à-dire que la Championship est vraiment un endroit où ils peuvent faire leurs armes, où ils peuvent avoir... D'ailleurs, il y a énormément de matchs. Ils ont 46 matchs sur la saison chaque fois, et puis ils ont des
des adversaires redoutables avec un physique impressionnant. Et donc là, ils font leurs armes. Et puis quand ils passent en première ligue, bien, ils continuent sur leur lancée. On a cité beaucoup d'exemples par le passé. Mais voilà, encore un joueur qui s'impose au plus haut niveau. Alors là, voilà, j'ai montré là, donc sur cette première infographie sur lui, ce sont ses buts marqués. Donc il a 8 buts, 8 assists. Donc les 8 buts, ils sont décortiqués là. Il y a beaucoup de passages par l'axe. Il y a beaucoup de ballons dans l'originel axe et donc dans la profondeur. Et puis alors aussi, il a cette faculté de marquer sur phase arrêtée, puisqu'il y a 2 corners qui viennent de la droite, de la gauche pour eux, de la droite pour l'adversaire. Et donc il est très complet et c'est un des joueurs d'ailleurs les plus complets de Première Ligue. Hein. On avait évoqué dans la préparation, Serge, aidez-moi pour les chiffres, mais... Il n'y a que Mohamed Salah qui a été impliqué dans plus de buts cette saison que Jared Bowen. Hein. Salah, de mémoire, c'est 16 buts marqués, je crois que c'est 10 assists. Lui, il est à 8 buts marqués, 8 assists, donc on le voit aussi. C'est un joueur qui est capable de marquer finalement dans tous les domaines de jeu, Jean-François. Oui, moi je trouve que ce qui m'interpelle quand on parle de lui, c'est que c'est un joueur qui atteint peut-être le très haut niveau à 25 ans, parce qu'il y a peut-être une raison à cela. Il s'est beaucoup blessé ces dernières saisons, donc ça met chaque fois un coup de frein, un coup d'arrêt. Malgré tout, quand on regarde les chiffres à Hull, etc., à Hull, dont il vient, était très très bon à l'époque. Et puis on voit... Voilà, un but comme celui-ci, par exemple, c'est une évolution probablement aussi dans son jeu. Je regardais les chiffres, 8 buts marqués depuis le début de la saison, c'est vrai, mais sur ces 8 buts, c'est 7 en 2022. Alors que sur 2021, c'était la partie de saison jouée 2021, c'était plutôt des assists. Donc on a une évolution, même à titre individuel, d'un joueur qui, par exemple, dans le schéma du dernier but qu'on vient de voir maintenant, de la manière dont il court, et dont il prend l'axe à un moment donné dans le dos de la défense, et puis surtout la simplicité du ballon qui arrive chez lui. C'est-à-dire, on se pose pas beaucoup de questions, on n'a pas pris le temps de tellement construire, on prend le temps de mettre un ballon derrière, et on sait qu'il sera là. Donc voilà. Donc ça va un petit peu dans le sens que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on capitalise maintenant sur la forme de Bowen comme on a capitalisé à un moment donné sur la forme d'autres joueurs. Donc voilà. Oui, mais ça pouvait être Michael Antonio avant, ça a été Lingard la saison dernière. Exactement, voilà. Et donc c'est un petit peu comme ça que je vois plus cette évolution-là. Il y a un indéboulonnable aussi, c'est Declan Rice qui fait tellement de bien. Là, le Real Madrid maintenant commence à s'intéresser à lui. Ça, c'est fantastique. Bon. Et heureusement, on parle d'un prix d'achat vers les 100 millions de livres, ce qui est quand même il y aura un beau paquet. Il y aura un avant et un après Declan Rice s'il part, donc il faut absolument qu'il le conserve. Christian nous a aussi préparé une infographie sur les assists réussis par Bowen, parce qu'il est buteur maintenant, vous l'avez dit Jean-François, mais il a aussi réussi 8 assists depuis le début de la saison. Mais voilà, c'est aussi très intéressant d'observer un joueur qui joue en fait à contre-pied puisqu'il est gaucher et donc il distribue énormément d'assists venant du flanc droit, que ce soit des centres ou des passes profondes. Et puis alors aussi, on l'avait vu l'année passée, ils étaient les meilleurs sur coup franc indirect. Coup franc indirect, pardon, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait montré en détail tous ces coups francs donnés du côté gauche qui avaient donné énormément de buts la saison passée. Ben voilà, il a encore 3 corners. Comme gaucher rentrant, donc il donne des possibilités sur phase arrêtée, il donne des possibilités de plein jeu, il marque dans le jeu rapide, dans la profondeur, il marque sur des tirs à distance. C'est probablement un des joueurs qui va encore crever l'écran dans les prochains matchs. Très important d'avoir un joueur sur phase arrêtée qui soit aussi performant. Première chose. Et deuxième chose, je tiens à souligner que quand on voit ces assists à contre-pied, donc côté droit, alors moi la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est par rapport au comportement de l'équipe ? Puisque j'ai le sentiment que quand le bloc de West Ham est plus haut, alors il vient se positionner plus sur le côté droit et il a cette frappe ou ce coup de pied rentrant qui permet de donner des assists, etc. Et à l'inverse, quand le bloc est plus bas, il peut faire cet appel out vers in en prenant la profondeur et en allant marquer. Donc je pense qu'il y a aussi, selon la hauteur du bloc, une utilisation de Bowen qui est très différente. On a l'habitude, Julien, de mettre les joueurs dans des catégories. Est-ce qu'il est ailier droit, deuxième attaquant ? Finalement, il est un petit peu des deux, selon les circonstances du match. C'est incroyable. Il est hybride, je dirais même. Et même chose, techniquement, c'est pas le meilleur, peut-être. Mais effectivement, tous les gestes, comme on l'a montré avec Jean-François, le but précédent, le geste qu'il faut, il le fait au bon moment. Bien que la technique, c'est la technique de frappe aussi. Aussi, c'est vrai. Je parle de technique, plus de gestes. Mais voilà, c'est un joueur qui monte en puissance. Ouais. Alors, dernière question, est-ce qu'on
on le verra en équipe nationale. Il paraît que Gareth Southgate le suit de très très près, mais il y a déjà tellement de talent offensif dans cette équipe d'Angleterre. Mais s'il continue comme ça, on le verra sous le maillot des Three Lions. J'ai pas envie d'être une mauvaise langue, mais Mason Greenwood, c'est un petit peu tirer une balle dans le pied pour garder l'expression footballistique. On le verra pas avant très longtemps, je Donc pense. il y a une place peut-être à prendre maintenant. Si on le voit encore un jour d'ailleurs, Greenwood. Il y a peut-être une place à prendre dans l'effectif. Oui, et c'est à peu près la même position, donc c'est crédible, tout à fait crédible. Oui, très bonne remarque. On va passer à Newcastle et là on va peut-être tout de suite découvrir le tableau parce que Newcastle est en train de renverser la vapeur avec un nouveau manager, c'est évidemment Eddie Howe qui est arrivé il y a déjà quelques mois maintenant, mais des nouveaux joueurs et donc regardez les résultats sur les 5 derniers matchs, 3 victoires consécutives, 2 partages avant et Newcastle est enfin sorti de la zone rouge. Christian rappelle quand même que Newcastle a gagné son premier match à la 15e journée. Et là, il y a quand même une transformation. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les nouveaux arrivés ? Il y a eu évidemment Trippier, il y a eu Bruno Guimaraes, il y a eu Chris Wood, etc. Mais là, il y a quand même un véritable changement et la meilleure manière de le voir, ce sont les résultats. La bonne nouvelle surtout, c'est d'encaisser beaucoup moins qu'auparavant. Donc aujourd'hui, ils ont les possibilités de marquer. Ils ont des joueurs avec quand même un peu plus de talent. Et puis il y a un peu, il y a ce renouveau de ces investisseurs qui fait qu'ils veulent s'en sortir à tout prix et ils mettent le prix pour ça. Et donc voilà, maintenant, ils n'ont pas encore joué dans les matchs qu'on a vus, à part le partage contre Man U, mais qui était un peu moins bien à ce moment-là. Il faut voir maintenant si ça va continuer, mais enfin, je pense quand même qu'ils peuvent se sortir de cette zone des 3 relégables, ça c'est sûr. Alors, il y a quand même une remarque que vous avez faite, Christian, pendant la préparation, c'est que si on voit sur les 3 dernières victoires, il y a eu quand même 2 fois 1-0 sur des coups francs directs. Donc là, c'est ça. Un coup franc direct qui est marqué, c'est du talent individuel. Il n'y a pas encore de véritable modèle offensif non plus. Même remarque avec West Ham sur les explications, c'est-à-dire que ils ont sur ces derniers matchs, sur les 5 derniers matchs, ils ont marqué 7 buts, mais il y en a 3 sur coup franc direct. Alors j'ai du mal à croire que, puisqu'on parlait de travail d'entraînement et de voir si on est vraiment capable d'être sûr de mettre le modèle en place, je ne pense pas que sur les 5 derniers matchs, l'entraîneur a dit dans le vestiaire, je pense qu'aujourd'hui on va les gagner en marquant 3 buts sur coup franc direct. Il y a des équipes qui ne marquent pas 3 buts sur coup franc direct sur 2 saisons. Eux, en 5 matchs, ils ont marqué 3 fois, dont 2 qui ont permis de gagner 1-0. Donc ici le coup franc, c'est un petit peu la boulette du gardien de Leeds. Il se loupe un peu, il est un peu surpris. Ici, là, il n'y a rien à dire. Et puis après, c'est un coup franc dévié du même Trippier. Et donc, donc, ça reste encore à démontrer au niveau du modèle et des progrès à faire pour pouvoir être encore plus performant offensivement. Alors, 3 buts sur coup franc direct sur 3 matchs consécutifs, c'est tellement rare que 4 fois d'affilée, c'est jamais arrivé. Alors, il faudra suivre. Si Newcastle marque ce week-end à West Ham sur coup franc direct, ce sera une première dans l'histoire de la Première Ligue. Oui, mais s'il marque sur coup franc direct, ce ne sera pas Trippier. Non, ça c'est sûr. Puisque c'est la mal au pied. Non, mais c'est quand même le coup dur, faut le dire. Parce que je trouve que ce qui a changé principalement dans cette équipe, et je rejoins totalement ce que Christian dit, je ne pense pas que pour l'instant le modèle ait changé ou qu'il y ait un travail de fond qui a été effectué. Ce qui a changé radicalement, c'est l'état d'esprit. C'est une dynamique, c'est ça. Voilà, la dynamique et l'état d'esprit. Donc je pense que ça, oui. Maintenant, Trippier, je ne sais pas comment on dit, Trippier, si vous le direz à l'anglaise, mais vous n'êtes pas obligé. Mais qui est un joueur qui peut être décisif, on l'a vu sur le coup franc, même si le gardien de Villa est un peu à la pêche là, mais bon. Voilà. Ça fait partie, ça fait partie. Mais par contre, comme il va être blessé et absent, est-ce que 6 semaines apparemment. 6 semaines, c'est beaucoup. Donc est-ce que alors c'est pas un joueur qui apporte cette grinta, cette force, mais quand même dans le profil du joueur, c'est un gars qui va jusqu'au bout de ses actions, dans sa détermination, dans son envie, et donc je me dis que puis c'est un défenseur qui marque ce coup franc direct, les autres le prennent au sérieux tout de suite. Voilà, c'est un coup dur, Ouais. Ça me donne envie de parler. Vous parlez de Trippier du mercato. Je trouve que le mercato de Newcastle est assez surprenant et intéressant. J'aurais cru qu'ils allaient chercher. Ils ont les moyens, mais ils ont été plutôt intelligents. Ils ont été chercher Dan Burn, par exemple, de Brighton. D'ailleurs, il faut voir qu'ils ont été vidés. C'est presque stratégique. Ils ont été vidés Brighton. Ils sont occupés à essayer de prendre son. Ils ont pris l'attaquant de Burnley, Chris Wood. Bon, Brighton, c'est pas un concurrent direct pour le maintien.
ici, Dan Brighton Burn- est plus haut, mais malgré tout. Dan Mais- Burn, c'est spécial. Il a grandi à Newcastle et c'est un fan de Newcastle. Mais ils sont vraiment sur Brighton, ils sont occupés à essayer de prendre le chef de l'académie de Oui, c'est Brighton. vrai. Donc il y a vraiment cette volonté de prendre ce qui fonctionne déjà. Et je trouve que moi je pensais qu'ils allaient faire des gros coups. Finalement, c'est quand même du local et des gens qui connaissent la première ligue. Ça, c'est vrai. Des gens qui connaissent la première ligue. Ça, Et c'est- le pari, Bruno Guimaraes, qui est un joueur talentueux, qui vient de. Moi, de ce qui Lyon. m'interpelle toujours, c'est, on verra la suite, mais parce que la suite à court terme, c'est se sauver, point. Et puis Ce qu'ils feront. ce qu'ils feront probablement. Mais enfin, pour le reste, c'est normalement, on parle de transfert dans la période de janvier. J'ai l'impression qu'avec Newcastle, on va parler de transfert toute l'année. Mais Quand ça, on regarde les ça, nouvelles, c'est le luxe du nouveau riche. On va en parler est tous les d'accord, jours parce mais qu'il faut spéculer sur voilà. un club qui peut évidemment ils sont sortir. sur Rezé, ils sont sur Carlos de Séville, ils sont sur le nouveau phénomène, la meilleure buteur de la CAN, Aboubacar. Donc, ils sont sur plein de joueurs en même temps. Et donc, du coup, je ne sais jamais comment tout ça est interprété au sein d'un groupe, au sein d'un noyau. C'est pour ça que je le dis. Mais Oui, tout à fait. On va laisser la conclusion de cette équipe, de ce club de Newcastle à Christian, qui a encore une dernière chose à nous dire. On a souvent évoqué avec Jean-François, il disait d'abord le foot c'est d'abord une question d'humain et donc et de modèle et de conditionnement. Alors je trouvais que l'idée de faire revenir Trippier c'était vraiment très bien parce que il vient quand même d'un conditionnement d'un club où l'entraîneur a mis quelque chose de défensif très important en place. Et donc, le fait d'avoir ce conditionnement et de conditionner les autres à l'entraînement dans cette forme d'agressivité défensive, ça permet aussi de rééquilibrer des échelons et de mettre, comme vous disiez un peu plus tôt, une dynamique, mais une dynamique surtout de se dire que le football, c'est d'abord ne pas encaisser, et puis après, on verra comment on va marquer. West Ham Newcastle à suivre donc sur Divertissez-vous à partir de 13h30. Samedi, on passe à la deuxième rencontre que l'on va éplucher, entre guillemets. C'est Tottenham-Manchester City. On en parle après ceci. I'm Kevin. I am Phil. I am Jack. Welcome to Manchester. The champions are on course to defending their title. Come on, City. But with Spurs battling for top four, they won't make this one easy. You're not scoring past me. So much at stake. Come on, Spurs. It's Manchester City versus Tottenham. My name is Serge, welcome to PL Club. Ça marche aussi, hein, ça va pour en faire un clip. Donc Manchester City qui est évidemment leader avec 63 points face à Tottenham qui est descendu jusqu'à la 8e place après quelques résultats décevants. 36 points seulement pour les Spurs. Match à suivre samedi à partir de 18h30. Ce sera avec vous, Jean-François. Bon, d'abord un mot sur cette équipe de Manchester City. C'est tellement facile pour le moment qu'on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a juste des louanges à faire, hein, finalement, sur City. Oui, 2022, c'est 8 matchs, aucune défaite, 7 victoires, un partage. Oui, on peut aller plus loin. 15 buts sur les 4 derniers matchs, dont on doit mettre 5 au Sporting Lisbonne, 4 juste avant. Oui. C'était face à Norwich. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. Oui, mais on sait aussi que l'objectif, évidemment, de Man City, c'est certainement dans un coin de leur tête la Ligue des Champions. Moi, je regardais un petit peu tout à l'heure 2 défaites en championnat contre Crystal Palace, contre Tottenham. Première journée, c'était lors de la première. On allait le montrer. C'était un autre monde, hein, mais oui. on va Une le autre voir, époque. on va le voir. Ensuite, ils perdent 2 fois en Ligue des Champions contre Leipzig et contre le Paris Saint-Germain. Donc, cette équipe n'est pas non plus imbattable. Donc, voilà, c'est simplement. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'après le match de Ligue des Champions, assez facile, une démonstration offensive du côté de Lisbonne, du Sporting Lisbonne, mais j'ai quand même toujours ce sentiment que défensivement, ça reste une équipe qui peut encaisser fragile, des coups. qui est fragile, qui peut encaisser des coups, qui peut prendre des contres. Il y a d'excellents joueurs, d'excellents défenseurs, mais elle se met parfois même volontairement en déséquilibre. Alors oui, c'est équipe phénomène du moment, équipe high du moment, mais souvenons-nous quand même des courbes des saisons de Guardiola. C'est souvent comme ça. Il est souvent très très bon. Mais il y aura un match sur la saison. C'était aussi très bon à cette période, hein, fin de l'année, début de l'année suivante. C'est là qu'ils avaient pris de l'avance dans la course au championnat titre. mis à part, il y aura un match ou 2 à gagner cette saison qui seront pour eux déterminants et qui aura peut-être l'impact sur tout le reste. Mais voilà, mais en championnat, ils sont devant, ils ont 6 points d'avance, ils sont trop forts pour le moment. Et ils sont
Ils ont 9 points d'avance. 9 points d'avance. Sur Liverpool avec un match de plus. Ils sont imbattables en tout cas depuis le 30 octobre. C'était la date de la dernière défaite de Manchester City à domicile face à Crystal Palace. Depuis, 14 victoires et un partage en 15 matchs de championnat. Et Christian, un parcours presque parfait, je dis bien presque, face aux concurrents directs. On peut même aller jusqu'au top 8, il me semble. Là aussi, un grand changement par rapport à la saison passée. La saison passée, il termine champion. Mais vous vous souvenez des difficultés qu'il y avait pour gagner, surtout à domicile, contre les équipes du top 6, en fait, les équipes du top 8, parce qu'ils ont encore perdu 2 matchs contre le 7e et le 8e. Donc là, ça change complètement. Et pourtant, ils sont aussi en tête. Mais là, ils font un parcours sans faute pratiquement contre les équipes du top 8. À part, comme vous l'avez évoqué, le 1-0, enfin la défaite contre Tottenham dans des circonstances un peu particulières lors du premier match, où ils ne méritaient absolument pas de perdre non plus. Donc là, voilà, il n'y a rien à dire. Il y a 12 points à domicile et 10 points à l'extérieur contre des équipes du top 8. Je pense qu'ils vont être inarrêtables cette saison. On parlait de la forme du moment avec Bowen. On peut faire un parallèle avec Sterling, quasiment invisible sur la première partie de saison. Et là, donc, ils sont invaincus depuis 15 matchs en championnat Manchester City. Si on prend les 16 derniers matchs, il est 13 fois titulaire. Il marque 11 buts. Pour le moment, Sterling est vraiment le joueur qui tire cette équipe vers le haut. Il a tout ce que le football moderne demande, de la vitesse. Il est capable de porter de la vitesse individuellement, mais il est capable collectivement aussi d'apporter de la vitesse. Il obtient beaucoup de fautes, donc ça donne des coups francs, ça donne des possibilités. Et il rebondit. Et pour un footballeur, c'est important. Parce que je vous rappelle, quand il se laisse parfois tomber, c'est vrai. Il rebondit dans la mesure où je vous rappelle qu'on l'annonçait à Barcelone à Noël. C'était certain. Il n'était pas satisfait. Il n'était pas content. Il y avait une brouille avec son coach. Et finalement, il est meilleur buteur actuellement du club. Donc, il vraiment. Quel effectif, hein, quand même, City. Moi, je regardais encore. Pour l'instant, il joue sans Grealish qui est blessé. Oui, De Bruyne n'était même pas titulaire le week-end dernier. Il se reposait. D'ailleurs, pour De Bruyne, il a quand même des stats excellentes sur les derniers matchs. Sur les 8 derniers, c'est 5 buts, 2 assists. Attention, ce week-end, s'il joue, en tout cas s'il est titulaire, on verra. S'il marque, ce sera son 50e but en Première Ligue. Oui, mais cap important. Oui, cap important. Enfin voilà, c'est une équipe. C'est pour ça que quand vous donnez une individualité dans cette équipe, c'est compliqué parce que alors moi je dirais. De Bruyne, voilà, c'est plus émotionnel, c'est sentimental. Bernardo Silva, bien sûr, une saison exceptionnelle. Après, etc., quand c'est pas lui, etc. c'est un autre, c'est Gundogan et puis etc. Parce qu'en plus, il fait tourner son effectif. C'est-à-dire qu'il a, je trouve même peut-être plus que d'autres entraîneurs. Ce sentiment-là. Bon, une petite question, Julien. Je ne veux pas vous piéger, mais il y a 3 autres joueurs belges qui ont marqué au moins 50 buts en Première Ligue. C'est facile. Eden Hazard, c'est sûr. C'est un, oui. Et le deuxième, je dirais Lukaku. Et encore un troisième qui joue dans un club un peu plus... Voilà, exactement. Bravo, Julien. C'est 2 points pour Julien. On attendra votre premier point, Jean-François. Oui, mais je peux aussi vous répondre si vous voulez, non? C'est trop tard. Mais pour ce qui serait très, très marrant, peut-être, pour ces matchs retour, ce serait de reprendre et de mettre en perspective ce qu'on disait pour le match aller. Et souvenez-vous, à l'époque de Tottenham City, on disait Harry Kane sera l'homme de la partie, son transfert avorté. C'est vrai. Et donc, ça va être marrant. Et je suis sûr que ça va être un match très important pour lui et pourquoi pas peut-être décisif. Ouais, effectivement. On va parler bien sûr de cette équipe de Tottenham avec Christian et on va commencer par ce qu'on avait finalement souligné comme quelque chose de très bon au début, c'est-à-dire au moment de l'arrivée d'Antonio Conte, c'est la mise en place défensive et là on peut constater une chose, Tottenham reste sur 3 défaites consécutives et que la mise en place finalement défensive est complètement défaillante. 4 derniers matchs, 2 buts minimum encaissés par match. Donc voilà, ça donne 9 buts encaissés sur les 4 derniers matchs, alors qu'on avait loué, lorsqu'il était arrivé, cette remise en place défensive. Je me souviens que le titre, c'était rééquilibre défensif ou quelque chose comme ça. Et voilà, donc une fois de plus, est-ce qu'ils savent pas, est-ce qu'il n'est pas content, est-ce qu'il n'a pas voulu, est-ce qu'on lui a pas donné ce qu'il voulait pendant le mercato, est-ce il veut intégrer d'autres joueurs? Voilà, en tout cas, ils sont dans cette période difficile où, je ne sais pas, il me semble que j'ai lu que Conte n'avait jamais gagné 3 matchs de suite, perdu 3 matchs de suite dans sa carrière. Et on voit surtout, voilà, c'est des mauvaises sorties de balles, des erreurs individuelles. Et je me souviens souvent, Jean-François avait fait la remarque avec les entraîneurs précédents, on ne sait jamais ce qui se passe avec cette défense de Tottenham. Et là, on le voit, donc les ballons, ça cafouille, ça ressort, ça revient. Et Broja, qui normalement marque sur des reconversions rapides, lui parvient même marquer au cordeau. Voilà, ici, il y a une erreur sur un 3e ballon de la part
de Lloris. Et donc les joueurs sont très attentistes, il n'y a pas de réaction. Et voilà, cette défaite ici aussi, voilà, cette sortie de balle, alors là je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne sais pas ce qu'il a envie de faire quand il fait ça. Mais en tout cas, je ne pense pas que ça soit dans les principes de Conte. Donc voilà, est-ce qu'il a déjà perdu une partie de la maîtrise de ses joueurs? Donc je ne sais pas, il faut voir dans les prochains matchs et notamment dans ce prochain match contre Manchester City pour voir s'il y a quelque chose qui va changer. Moi, ça m'inspire 2 mots. Il y a un effondrement sportif parce qu'il y a 3 défaites consécutives et une équipe qui perd quand même des points précieux dans la course au top 4. Et puis quand je vois ça, je me dis c'est la pagaille au niveau défensif. Je pense que pagaille, c'est un bon mot. On en a parlé dans l'Europe des 11 lundi, et notamment sur le deuxième des 3 buts qu'on vient de voir maintenant, où à un moment donné, dans les 16 mètres, alors que l'équipe est en place, il se retrouve dans les 16 mètres à 3 contre 5. C'est-à-dire en infériorité numérique alors qu'ils sont censés être en place. Donc il y a un problème défensif. On est d'accord, c'est complètement inhabituel pour une équipe dirigée par Antonio Conte. Il nous a habitués justement à tout à fait le contraire. Oui, c'est vrai, on peut se poser la question. Moi je suis interpellé par sa dernière déclaration où là il essaye peut-être de jouer maintenant sur l'aspect mental de ses joueurs en disant avec un tel niveau de jeu, on n'est même pas en course pour le top 4. Je pense qu'il a été plus loin, il dit avec un tel effectif, on ne peut pas jouer pour le top 4 et on ne sera pas en Ligue des Champions. Il n'a pas parlé précisément de l'effectif. Il a parlé... Oui, il a joué sur les mots, en tout cas. Il a joué sur les mots. Avec l'équipe actuelle, on ne peut pas rivaliser dans le top 4. Le niveau de jeu de l'équipe actuelle. Il a insisté sur le niveau de jeu. Et je pense que dans sa déclaration... Enfin, en tout cas, si je prends la déclaration à la lettre, c'est ça. Est-ce que c'est les joueurs qui sont peut-être visés? Oui, c'est possible. Est-ce qu'il n'a pas eu au Mercato ce qu'il espérait? Ça, il a souligné aussi possible. Que le Mercato, il a perdu plus de joueurs qu'il en a gagné. Donc, pour lui, son effectif est sans doute affaibli en plus. D'accord. Il est privé de certains joueurs, on l'a dit. D'ailleurs, ne joue pas pour le moment. Tanganga est aussi absent, etc. Mais il n'empêche quand même que... il y a aussi la religion de la défense à 3. Là, ça ne fonctionne pas pour le moment. Non, mais là, vous faites 3, 4, 5, tout ce que vous voulez. Là, comme ils sont là maintenant, avec l'état d'esprit qu'ils ont... Ils concèdent. Ça ne changera rien. Ça ne change rien. Hein. Okay. Ça, ce n'est pas une question de défense à 3 ou défense à 4 ou défense à 5. C'est une question simplement qu'à un moment donné, il y a 3 gars qui s'arrêtent de jouer et qui je sais pas, comment est-ce qu'il y a une expression que, je sais pas, ils regardent les papillons, je ne sais pas ce qu'ils font, mais il y a un vrai passé des trains, voilà. Mais il y a un vrai problème. Oui, c'est exactement. C'est pas les jours de foot, normalement. Dans ce cas-là, c'est les jours de foot. Hein. Vous parliez de Bruyne, et c'est vrai qu'on a toujours un côté belge. Je trouve que ça met en perspective que la gestion de l'après Alderweireld-Vertonghen a été ratée du côté de Tottenham. Les investissements défensifs, du moins, n'ont pas été très justes, je trouve. Et perdre ces 2 éléments-là, pour nous, Belges en plus, ça a été vraiment un tournant défensif. Alors Christian, il y a une carence au niveau défensif qui risque quand même d'être payée lourdement face à la machine à marquer des buts qu'est Manchester City. Ils sont plus capables de contrer des centres. Là, l'inquiétude elle est plus grande parce qu'une équipe d'Antonio Conte se fait surprendre sur des reconversions rapides, on peut comprendre, c'est toutes les équipes du haut niveau sont susceptibles d'encaisser comme ça. Mais depuis son arrivée, il y a 13 buts encaissés. Il y en avait 2 sur phase arrêtée, ce qui est très bien, ce qui est tout à fait raisonnable, ce qui fait qu'il reste 11 buts de plein jeu. Il y en a 9 sur jeu dominant placé. Ça veut dire que cette équipe quand elle est très très basse, quand elle est en place, quand elle est soi-disant normalement prête à pouvoir réagir à n'importe quelle surprise adverse, eh bien, elle doit pouvoir être forte. Et là, elle n'est pas forte du tout. On voit qu'il y a quand même 8 ou 9 buts qui sont encaissés suite à des centres, dont 4 qui viennent de la même zone, là, ce flanc droit défensif très bas. Ça, c'est très, très, très étonnant pour une équipe de Conte. Et on voit que ce n'est pas une seule fois ou 2 fois. C'est vraiment 9 fois sur le jeu dominant placé. Donc là, je pense qu'il faudra résoudre quelque chose parce que sinon, ça ce sont des stats d'une équipe qui ne jouera absolument pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Et pour mettre en perspective, je me souviens, il y a quelques semaines, Christian, on avait fait une séquence sur l'efficacité et la manière dont Manchester City utilisait à merveille le couloir intérieur. Oui. Donc justement, c'est un point fort de City. Oui.
La zone optimale de centre qui permet en fait de faire voyager ce ballon autour des 16-20 derniers mètres pour pouvoir après isoler quelqu'un et donner une possibilité de centrer dans cette zone optimale et de marquer au cordeau ou de marquer de la tête ou d'un ballon en retrait. Et là, ça sera une des forces et faiblesses à mettre en perspective pendant ce match-là. Mais Christian, il y a quelque chose qui me surprend, c'est que le fait que l'origine soit des centres, moi je ne suis pas surpris du tout. Parce qu'il ne faut pas oublier, Conte, c'est la culture italienne. On a déjà discuté de ça depuis longtemps, qu'on participe à des discussions sur le foot ensemble. Dans la culture italienne, on laisse centrer. Et on demande aux défenseurs centraux de défendre les zones qui sont devant le but. Le problème, c'est pas qu'ils aient tout à coup laissé centrer. Ça, c'est Conte, c'est à mon avis ce qui, voilà, je dis pas qu'il le souhaite, mais il le laisse faire. Par contre, ils ne gagnent plus les duels dans la surface. Ça, c'est leur problème actuellement. Oui, mais là, je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait. C'est cette idée de vouloir ne pas bloquer à l'origine et d'être beaucoup plus performant à la conclusion, sauf que quand tu encaisses le but, eh bien, ton origine est un centre. Donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir être performant, que ce soit à l'origine ou à la conclusion, mais autant de buts en étant aussi bas et en étant aussi faible dans ces derniers matchs dans ce domaine-là. Là, il y a quelque chose qui n'est pas synchronisé dans les choix défensifs. Et du coup, Jean-François, en tant que coach, vous demandez quand même aux défenseurs d'empêcher le centre. C'est la priorité. Il n'y a pas une bonne méthode et une mauvaise méthode. Je disais tout à l'heure, c'est une question de culture. Les Italiens laissent centrer. Mais une question de bon sens, c'est de ne pas laisser centrer. Non, une question de bon sens, c'est si vous laissez... Non, même pas. Si vous laissez centrer, une question de bon sens, c'est de gagner les duels dans la surface, dans les 16 mètres. Et donc, vous pourriez avoir autant de centres, voilà, mais avec des duels gagnés. Et on n'aurait pas la conversation qu'on a maintenant. Le problème, c'est l'alliance des deux. C'est-à-dire, vous laissez centrer, en plus, vous ne gagnez pas les duels. Ah bah alors là, oui, vous êtes évidemment... comment je vais dire ça, enfin oui, en danger sur chaque centre. Un dernier mot sur cette rencontre où Tottenham sera en danger évidemment avec Christian. Oui, je voulais juste ajouter que les buts qu'on voit qui sont encaissés sur centre, c'était pas le cas là, avec Nuno Espirito Santo, puisqu'ils avaient encaissé seulement que 3 buts sur centre. Et aujourd'hui, il faut quand même se dire qu'une équipe comme Norwich, qui a encaissé un nombre incroyable de buts, n'a encaissé que 14 buts sur centre, alors que Tottenham est à 12 sur l'ensemble de la saison, dont 8 ou 9 depuis que Conte est là. Donc c'est ça la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça représente par rapport au reste de la Ligue. Et au reste de la Ligue, ils sont un des plus mauvais dans ce domaine. Mais voilà pour cette rencontre, rendez-vous Manchester City-Tottenham, c'est évidemment l'affiche du week-end, rendez-vous samedi à 18h30 avant de se quitter, bien sûr, les nombreux rendez-vous que vous aurez avec la Première Ligue dans les prochains jours. N'oublions pas, vendredi, avec Julien Courtois, avec Papa Julien, ma Première Ligue avec Christian Kabasele. Ouais. Chouette rendez-vous, on rappelle, c'est un rendez-vous mensuel et on va aborder un sujet qui va pas être facile avec Christian. Bon, le bas de tableau déjà parce que les résultats n'ont pas été bons ces dernières semaines et surtout le fait qu'il ne joue pas beaucoup en ce moment. Ouais, c'est une saison compliquée, mais il a évidemment un point de vue extrêmement pertinent sur la Première Ligue. Les autres rendez-vous, Jean-François. Ceux dont on a parlé, West Ham, Newcastle et Manchester City, Tottenham. Un Ghost 2D où on a Chelsea qui est en fil rouge. À Crystal Palace. Donc voilà, et puis le dimanche... Il y aura donc 2 rencontres pour occuper votre dimanche. On va dire que c'est un super Sunday parce que c'est Leeds-Manchester United. C'est une grande rivalité de l'histoire du football anglais. Wolverhampton-Leicester. On parlera évidemment de course au top 4. Avant de se quitter, on n'oublie pas non plus de parler des réseaux sociaux parce qu'on est présent sur Facebook. Instagram aussi. Instagram, ça c'est nouveau. Ouais, c'est nouveau. Donc on attend simplement que les gens viennent nous rejoindre sur le compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. On est aussi présent sur les blogs avec des articles effectué par la rédaction des sports de vous. On va se quitter là-dessus. Merci Julien. Et encore une fois, félicitations. Profitez-en bien. Merci Jean-François.
Voilà. Merci Christian, merci à Christian également qui se trouve dans sa data room et qu'on retrouvera jeudi prochain sans faute. Et puis on va se quitter avec notre traditionnelle petite séquence nostalgie. Ça va faire plaisir aux supporters de Manchester City, un petit peu moins aux supporters de Tottenham, mais c'est comme ça, on peut pas faire plaisir à tout le monde à chaque fois, puisqu'on va voir un clip des 4 buts marqués par Sergio Agüero. C'était le 18 octobre 2014. City l'avait emporté 4-1, mais Agüero avait marqué un quadruplé. C'est même pas son record, hein. Il avait un jour marqué 5 buts. Je l'avais noté quelque part dans sa carrière, c'était face à Newcastle en 2015, mais ça reste évidemment un des grands buteurs de l'histoire de la Première Ligue. Il a dû arrêter malheureusement sa carrière cette saison pour des soucis de santé, mais il restera comme une des figures, même une légende de la Première Ligue. On se quitte donc avec un quadruplé de Sergio Agüero et on se retrouve évidemment ce week-end pour les rencontres de Première Ligue. Passez une bonne soirée et à très bientôt. Bye bye. Today we pick it all up again here at the Etihad Stadium with City against Tottenham Hotspur. It is a much changed City team, albeit with the star up top still. Lampard, Agüero, Kun Agüero scores, sharpness itself, he's just too bright. Lampard, Milner, Lampard went over Lamela, it's a penalty. There aren't many in the world you'd prefer to have behind it. Agüero for sure. He now has more goals against Spurs than he's played games against them. Milner for Silva, penalty. Cabral the offender this time. Kun Agüero, which way this time? Lloris saves, Agüero lifts the rebound over. Jesus Navas, Agüero went rolling, it's a penalty. Here is Kun Agüero again. Hat-trick now! Here's Agüero. Agüero's gone for goal and scored brilliantly. And that's 4. He's doing it all on his own. Oh, what a game for all sorts of reasons. The match ball, the plaudits and the headlines will go to this sparkling little Argentine. A perfect performance.